Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Encore ce soir, on est ensemble avec vous. Nous sommes ensemble parce que nous avons à dire. On a à dire parce que l'actualité au pays, vous savez que beaucoup de choses évoluent, surtout du côté politique. Mais ce soir, nous avons un invité spécial. Non, Pascal, pourquoi vous ne le recevez pas? Il a fallu beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, on est ensemble. Vous l'avez réclamé. Vous avez proposé des questions. Les questions seront posées et vous aurez ces réponses. Mais qu'est-ce que nous allons dire aujourd'hui? La province de l'Équateur, l'une des provinces de la République démocratique du Congo, depuis un certain moment, les choses ne marchaient pas. Il a fallu tout faire pour faire partir le gouverneur. Ça posait un problème. Et finalement, le gouverneur est révoqué à travers une ordonnance signée depuis le 13 mars. Est-ce que ça vous satisfait? Peut-être. Deuxième point, nous parlerons de la présence, finalement, pour ne pas dire de la fuite, d'une équipe, de l'une des équipes du M23. Là, nous voyons la délégation Jean-Marie Runiga avec une centaine de personnes qui se retrouvent finalement au Rwanda, désarmés, arrêtés. Ils sont gardés aujourd'hui dans un lieu secret. Alors, que vous inspire finalement cette position du M23? Parce que Makenga aujourd'hui fait la loi au Nord Kivu. C'est une manière en même temps de jeter un regard sur Kampala. Le gouvernement a retiré son équipe seulement parce qu'il ne comprend plus avec qui a posé la signature. Mais aujourd'hui, apparemment, ça semble être plus clair parce que c'est Makenga qui est là. Mais au moins, l'équipe est déjà rentrée. Une équipe composée des membres de l'opposition, des membres du pouvoir, mais curieusement, on parle de l'équipe gouvernementale. Il y avait M. François Mamba qui était là. Est-ce qu'il a représenté l'opposition? Alors, à vous de pouvoir apprécier. Il y avait Christian Abadi-Bangui. Est-ce qu'il a représenté l'opposition? À vous de pouvoir apprécier, mais seulement qu'ils ont fait plutôt partie de l'équipe gouvernementale. Nous parlerons également des discours à l'Assemblée nationale et au Sénat, au Parlement de manière substantielle, à l'occasion de l'ouverture de la session de mars 2013. Au Sénat d'abord, le président de l'Assemblée nationale, enfin, le président du Sénat, Léo Kengwa Dondo, jetant un petit regard vers le dialogue ou les cadres de concertation, comme avait pensé la fois passée le chef de l'État, le président du Sénat invite le chef de l'État à pouvoir clarifier. Là, il y a un débat. Opposition, une position. Le pouvoir en place, une position. Que faire au jour d'aujourd'hui? Rien n'est clarifié. Voilà l'importance de la clarification de ce concept de cadre de concertation pour que finalement on parle du dialogue national ou d'une réunion institutionnelle. Il y avait un invité de marque à l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Dans son allocution, c'est vrai qu'il a parlé du panafricanisme, de manière de vouloir que les Africains soient unis, mais quelque part il a interpellé les politiques congolais, pour ne pas parler des dirigeants congolais. Tout en félicitant notre musique, il estime que si la politique ou les politiques congolais se comportaient de la manière des musiciens, en tout cas, le Congo serait à ce jour développé, parce qu'il conditionne le développement de l'Afrique par le développement du Congo. Voilà. Ce soir, avec qui? La personne en question, c'est qui? Vous connaissez parce que c'est vous qui aviez bien voulu que nous puissions la recevoir aujourd'hui. Il s'agit du député national Fidèle Babala. Bonsoir, honorable. Bonsoir, monsieur Pascal. Il est en même temps secrétaire général adjoint en charge de fédération. Là, nous sommes au mouvement de libération du Congo. Alors, on ne saura pas d'abord commencer notre émission sans qu'on comprenne d'abord la vie de votre parti aujourd'hui. Comment le parti vit présentement? Merci pour cette question. J'aimerais juste dire que notre parti, comme des grands partis de ces pays, fait une sorte d'évaluation de la situation qui est la nôtre depuis les dernières élections. Nous sommes en train de faire une évaluation d'abord pour mener la restructuration de nos fédérations à bon port. Le travail s'est fait. Je crois que dans les jours qui viennent, vous allez voir le secrétaire général faire mouvement vers le Bas-Congo, le Bandundu, avant de pouvoir attaquer l'est du pays. Le tout, c'est pour remettre le parti à l'État,
dans l'espérance que nous avons que le président du parti pourra être des nôtres au courant de cette année. Et lorsqu'on dit que le parti, votre parti, le MLC, aujourd'hui, est en perte de vitesse, est-ce que cet argument est pertinent? L'argument n'est pas pertinent. J'aimerais juste te donner un élément quantitatif, l'élément des chiffres. Nous avons eu 23 élus lors des dernières élections. Je vous rappelle que de 2007, et nous sommes allés aux élections sans avoir bénéficié de l'argent du Trésor public, ce qui n'est pas le cas des autres partis, des partis du pouvoir. Vous ne faites pas non plus l'exception. Hein. Il y a aussi beaucoup de partis comme ça qui n'ont rien reçu. Hein, je parle de partis de la majorité présidentielle qui ont bénéficié de l'argent du Trésor public par divers mécanismes. Je sais qu'il y a d'autres partis de l'opposition qui sont partis sans moyens. Cela dit, nous n'avions pas notre président qui était un moteur important en termes d'engagement, en termes de mobilisation de nos militants. Nous sommes allés quasiment seuls, en orphelin. Nous n'avions pas, comme d'autres partis de l'opposition, une tête d'affiche. Vous vous rappelez les messages de notre président invitant la population à pouvoir porter leur dévolu sur toutes les personnes qui feraient en sorte que l'intérêt du pays soit mis en avant par rapport au parti de la majorité présidentielle. Donc nous sommes allés dans ce contexte sans notre président et nous avons réussi un exploit aujourd'hui quand on voit le nombre de députés que nous avons eus, c'est quasiment la moitié de ce que nous avions avant. Quand on voit aussi comparativement aux autres partis de la majorité, je crois que nous avons fait un bon score. Maintenant, bon, ça ce sont les résultats électoraux. Maintenant, il faudra faire en sorte d'arriver à remettre les structures du parti, puisque la sympathie est énorme au niveau de notre parti, mais il faut que le travail de nos cadres et militants puisse capter cette sympathie. C'est vrai, au niveau vous êtes à l'Assemblée nationale, population. représenté suffisamment, d'ailleurs c'est la deuxième force de l'opposition à l'Assemblée nationale. Le travail abattu jusque-là au sein de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il vous satisfait? Il satisfait en tout cas vos différentes bases? Je ne dirais pas que nous sommes satisfaits du travail. Il y a d'abord deux aspects dans votre question. L'aspect de l'organisation interne de notre groupe parlementaire. Là, je pense que nous avons mené le combat qu'il fallait par nos interventions, les interventions de nos députés au niveau de l'hémicycle. Je citerai des exemples que vous connaissez, l'honorable Kambinga, l'honorable Boussa et tant d'autres qui ont porté haut les idées du MLC au niveau de l'Assemblée nationale. Mais bon, ce qui est à déplorer, c'est au niveau de la conduite même des débats au niveau de l'Assemblée nationale. Cela ne vous a pas échappé que le Parlement a deux aspects importants en termes d'attribution. Il y a l'aspect de légiférer et l'aspect contrôle. Il ne vous a pas échappé que lors de la session passée, l'aspect contrôle a été quasiment mis à l'étouffoir par le bureau de l'Assemblée nationale qui s'est quasiment assis sur toutes les initiatives de contrôle parlementaire. Vous n'avez pas vu le Premier ministre passer, vous n'avez pas vu les directeurs généraux de certaines entreprises publiques passer à l'Assemblée, vous n'avez pas vu des ministres importants du gouvernement passer à l'Assemblée. Pourtant, nous savons tous qu'il y a beaucoup à dire sur la gestion de notre gouvernement en ce qui concerne la gestion publique des biens publics. Je donnerai deux, trois exemples. Vous avez vu la question sur le GOPAS. Jusque-là, on a constitué de manière tout à fait bizarre une commission d'enquête où on retrouve un membre de la majorité qui est censé contrôler un représentant de la majorité qui est dans une entreprise publique. Ça, c'est la première chose. Vous avez vu au niveau de la RVA, aujourd'hui, il y a un réel problème où il y a l'ADG, un certain Balengui, je crois, ou Bilengui, qui est par ailleurs un repris de justice, qui est en conflit avec son ADG, un certain Kioni, pour la gestion de cette entreprise publique. En cela, il y a le Premier ministre qui est mêlé aussi dans cette histoire de la RVA. Vous avez suivi, il y a quelque temps à la télévision, le Premier ministre présenter une maquette d'un aérogare préfabriqué par une entreprise française qui s'appellerait Alpha Airport. Sachant par ailleurs que il y a une équipe de l'agence de grands travaux qui est en négociation assez avancée avec Exim Bank de la Chine pour faire un nouvel aéroport dont nous avons tous besoin dans ce pays.
C'est la porte d'entrée de notre pays. Il faut que nous ayons un aéroport à l'image de notre pays. Mais qu'est-ce que ça a à voir d'avoir une entreprise qui vous propose un aérogare préfabriqué? Ça signifie quoi? Et compte tenu des montants, le Premier ministre le fait passer par de gré à gré. Il n'en est pas à son premier coup. Il y a aussi les problèmes de la primature. Vous êtes au courant que la primature a été réfectionnée. Et ça a coûté plus de 12 millions de dollars. Mais le montant était donné, n'est-ce pas, dans les rubriques du budget. Et la loi sur la passation des marchés publics dit quoi? Au-delà d'un certain montant, il faut un appel d'offres. Est-ce qu'on a vu le Premier ministre lancer un appel d'offres? Peut-être qu'il a fait dans Paris Match ou bien dans New York Times. Mais on n'a pas vu ici nos journaux parler d'un appel d'offres au niveau de la primature. Lui qui est censé être le garant de l'exécution, de la bonne exécution de nos lois, il les viole. Là aussi, nous allons faire en sorte qu'il a sa gestion du gouvernement. On va aborder tout ça. On va aborder, on y reviendra. J'espère Oui, que vous n'allez pas bypasser cette question-là parce qu'il y a beaucoup à dire. On va revenir, parce que c'est important qu'on commence d'abord par ce qui vous concerne directement, le président, parce qu'ici, pas longtemps, vous déploriez la présence ou l'absence de votre président national détenu, jusque-là à La Haye par la Cour pénale internationale. Et où en est-on aujourd'hui? Je crois que le procès a repris il y a plus de 3 semaines. Je crois que nous sommes vers la dernière phase de ce procès. En tout état de cause, cette procédure va se terminer cette année. D'après ce que je sais, je pense que les auditions de témoins de la défense seraient terminées vers le 2 juillet. Et ce sera la fin du procès. On n'attendra plus que la décision. Et en ce qui concerne la décision, nous sommes confiants que les choses vont aller pour le mieux pour notre président. Je dirais même que l'espoir est beaucoup plus grand aujourd'hui qu'hier. Les collaborateurs... De pouvoir le voir cette année et le voir reprendre ses fonctions de président du MLC. Le pays en a besoin. La majorité des collaborateurs de Jean-Pierre Bemba l'ont trahi. Les politiques protées, les bifaces, d'indo des faces, aujourd'hui ici, demain là-bas, nombreux l'ont trahi. Un argument comme ça de la population. Babala réagira comment? Oh, est-ce que j'ai à gérer ces personnes? Vous savez, quand vous allez à l'église, les prêtres ne vous appellent pas. Hein? Vous y allez tout seul. Quand vous avez envie de sortir en plein milieu de la messe, vous les faites. Les gens qui n'ont pas de convictions, je donnerai un exemple. Vous m'avez cité tout à l'heure, j'espère qu'on y reviendra, de l'ancien secrétaire général du MLC, qui a quitté le MLC, qu'on a chassé plutôt du MLC, pour un certain nombre de considérations liées à son ambition personnelle. Je vous rappelle par exemple que M. François Mamba a allégué du fait que le MLC ne voulait pas de lui comme candidat président pour prendre ses libertés et créer une structure ADR. Mais finalement, a-t-il été candidat? Il n'a pas été candidat président de la République. Il a été candidat aux législatives. Vous et moi, nous savons comment ça s'est passé à Kabéakamora chez lui. Devant des personnes proches de sa famille, il a été lapidé par la population. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave pour un politicien dans son village de se faire chasser de son village? Il n'en est pas à son premier coup, il est passé par l'UDPS. Je vous renvoie au livre de Maître Nimi Maïdi Kangimbi sur la consistance intellectuelle de M. François Mamba. Maître Nimi, je cite, dit ceci qu'il a débauché François Mamba de l'UDPS France moyennant 100 000 dollars pour trahir Papa Tshisekedi. De là, il est passé par la RCD pour arriver au MLC pendant la rébellion. Et aujourd'hui, il est là où il est. Il est libre et il assume. Vous, les politiques, pourquoi cette inconstance naturellement? Parce que ça donne une mauvaise image finalement. Lorsque nous devons, ou le reste de la population doit s'inspirer en vous, mais c'est une mauvaise image finalement. Mais la constance est liée à la personne. Ce n'est pas la classe politique. Et je vous donnerai l'exemple d'un monsieur qui a toujours été constant, même de deux. Papa Tshisekedi a toujours été constant. Monsieur Gizenga, même si je n'approuve pas sa conduite politique, il a toujours été constant. Il est resté depuis 40 ans, il est resté au Palou. Mais l'inconstance de certaines personnes est liée à la politique du ventre.
quand la faim vous taraude, le premier mangeoire ou la première mangeoire, vous y allez. Et ces gens-là, je crois qu'ils ne méritent aucune considération. Il a été secrétaire général ici. Je vous fais peut-être une révélation. Vous savez, la motion de l'honorable Boussa contre le Premier ministre Mozito, vous savez comment cette motion s'est terminée? La motion, on a corrompu peut-être une des personnes, mais je ne citerai pas les noms. Mais la motion a été rejetée pour vice de forme. Vous savez ce qui s'est passé? Les noms des députés ont été repris de faux. Et je soupçonne vivement M. François Mwamba, puisque ça s'est fait chez lui. Je le soupçonne et je ne suis pas le seul d'avoir ces soupçons-là. Vous aurez la possibilité de demander à l'honorable Akiakoma, qui à l'époque était président du groupe des chrétiens démocrates, comment ça se fait qu'il y a eu des doublons, des noms ont été recopiés 2 fois avec les signatures 2 fois. Et certaines personnes ne sont pas loin de dire qu'il y a eu certaines manipulations. Je n'irai pas jusqu'à affirmer là, mais j'aimerais dire que ce monsieur-là, s'il l'a fait, il n'a pas fait de manière désintéressée. Qu'est-ce qui fait généralement lorsque vous êtes dans tel camp? Le camp là, c'est un bon camp, pas de problème, c'est parfait, tout est bien, contre l'autre camp, mais une fois changé de camp, vous allez dans l'autre camp, mais là où vous étiez avant devient maintenant mauvais. C'est là où nous ne vous comprenons pas finalement les politiques congolais. C'est comme ça que je parlais de l'instabilité, enfin, ou de la versatilité. C'est pas normal finalement. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous? Mais vous savez qu'il y a une expression qui dit qu'on change d'opinion suivant la direction des vents. Mais je crois qu'il y a des gens qui changent plus vite d'opinion que les vents. Et le monsieur dont vous venez me citer les noms, là, il fait partie de ces personnes-là. Aujourd'hui, je l'ai dit publiquement, je vais demander à nos archives du MLC de pouvoir sortir tous les discours que François Mwamba a tenus comme secrétaire général du MLC contre le président de la République qu'il est en train d'encenser aujourd'hui. Et je vais m'arranger pour que ces propos soient diffusés. Et comme ça, vos téléspectateurs vont avoir le jugement à faire. D'accord, parce que là, on n'a pas affaire avec François Mwamba. Nous parlons de manière générale. Beaucoup d'hommes politiques sont comme ça, trop versatiles. J'en ai choisi un pour illustrer la versatilité. Moi, j'en ai choisi un. Et je suis responsable de ces propos-là. D'accord. Alors, parlons finalement de l'Équateur. Vous savez que le gouverneur de l'Équateur, finalement, a été désavoué par une ordonnance. Et depuis un certain moment, il y avait des tractations comme ça à l'Équateur. On voulait à tout prix qu'il parte. Il résistait parce qu'il avait d'appui. Aujourd'hui, pas d'appui, bien que le dossier soit à la Cour suprême de justice. Et il fallait qu'il soit destitué par l'Assemblée provinciale, qu'on trouve des prétextes pour le remettre dans ses fonctions, et sans poser problème. Mais aujourd'hui, Bayende, n'est-ce pas, désavoué, révoqué totalement. Et donc, la province de l'Équateur peut peut-être chercher à prendre un nouveau élan pour son développement. Parce qu'on disait que beaucoup de programmes ont été freinés par sa présence sur place, parce qu'il a créé beaucoup de conflits. Qu'en dites-vous? D'abord, j'éprouve un sentiment de satisfaction de voir finalement que ce monsieur-là a été révoqué. J'ai assisté à son élection. J'étais à l'Équateur, en Mbandaka, à l'époque où il y avait des élections. Je suis allé soutenir parmi mon les collègue. lui aussi est là, parce que vous savez qu'il s'était aussi allié au MLC à l'époque. J'ai été soutenir mon collègue Boussa. J'ai vu dans quelles conditions il a été élu. Ça nageait en pleine corruption, en pleine violence, en pleine menace des députés provinciaux. Je pense que les députés provinciaux de l'Équateur qui sont en train de suivre cette émission ne me contrediraient pas. Vous savez, une personne, j'ai un a priori négatif par rapport à une personne qui a été révoquée d'abord du clergé. Il vient du clergé, M. Bayende, autant que je sache. Il a été viré de là pour comportement inapproprié. C'était pas un choix délibéré de sa part? Il a été révoqué de l'église, puisqu'il avait une vocation de prêtre. Il a été révoqué. Et une personne pareille a un a priori négatif. Je pense que sa vie est faite de compromission et de révocation.
Et ce que le chef de l'État vient de faire, c'est pas trop tôt. Il a révoqué pour de faits dont on ignore encore la nature. Mais j'aimerais pas que ça s'arrête là. Il faut qu'on puisse le mettre devant le tribunal. Parce que ce qui tue ces pays, c'est l'impunité. Les chefs de l'État ne savaient-ils pas que M. Bayende se méconduisait, qu'il bloquait même le bon fonctionnement de l'Assemblée provinciale de l'Équateur? Tout cela était connu. À un moment donné, il s'est reposé sous le soutien de la majorité présidentielle. Le chef de l'État ne peut pas prétendre ignorance sur ces sujets-là. Mais finalement, bon, c'est une bonne chose. Maintenant, j'espère que ça va libérer l'expression démocratique au niveau de la province pour que finalement, ils puissent gérer la province comme toutes les autres provinces. La province de l'Équateur est l'une des plus pauvres de la République en termes de ressources financières. Si on continue avec ces messieurs, 5 années de plus, ça aurait été 10 ans de retard pour la province de l'Équateur par rapport au développement des autres provinces. Maintenant, c'est aux députés provinciaux de pouvoir prendre les responsabilités pour mettre à la place de cette personne qui vient d'être désavouée par son camp politique, une personne qui met l'intérêt de la province au diapason de sa politique. La responsabilité aux députés provinciaux, les députés provinciaux ou le MLC à la majorité, est-ce qu'on peut déjà aussi imaginer ou commencer à penser tel que le prochain gouverneur pourrait sortir du MLC? D'abord, une chose, le MLC n'a pas la majorité absolue au niveau de l'Équateur, le MLC a une majorité relative. C'est le groupe monolithique le plus important au niveau de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Deuxièmement, je pense qu'il faut avoir une politique différente, de ne pas cette fois-ci imposer un candidat. Il faut que les députés provinciaux puissent s'approprier, puisque finalement ce sont eux les acteurs, leur candidature pour qu'ils puissent enfin mener une campagne pour cette personne de manière à mener une campagne victorieuse. Je crois qu'il faut renverser la pyramide maintenant, demander aux électeurs de pouvoir donner leur position aussi sur ces sujets-là. Alors, lorsque vous êtes dans des postes de responsabilité, pensez que vous êtes là parce que la population est là. Parfois, c'est le choix de la population. C'est la population qui vous a fait gérer, il faut la gérer avec toute responsabilité. Il ne faut pas croire que vous êtes sorti de l'ex nihilo, de nulle part, où vous pouvez faire tout ce que vous voulez sans que vous soyez contrôlé. Et là, nous sommes en train de chercher l'agir de l'homme politique congolais. C'est déplorable. Alors, à l'est du pays, le problème depuis tous ces temps, rébellion, seulement parce qu'il y avait le M23. Le M23 est sorti de CNDP. CNDP, parti politique de la majorité, ils ne se sont pas entendus. On crée le M23. Quelques temps après, deux L se déclatent. Et Runiga est une partie, Makenga est une partie. Aujourd'hui, Makenga a chassé l'aile Runiga avec Bosco Ntaganda. Il se retrouve au Rwanda, arrêté, gardé dans un lieu secret. On peut dire ouf finalement parce que le M23 a beaucoup tué à l'est du pays aussi. Déstabilisé même des familles, des villages et tout ça. Aujourd'hui, on peut quelque part aussi se réjouir. Merci pour cette question-là. J'aimerais juste remonter vers la genèse de cette violence récurrente au niveau de l'est du pays pour relever une chose. Au moment où nous parlons, nous sommes assis ici à Kinshasa en train de parler. Il y a 780 000 de nos compatriotes qui sont en errance, en dehors de leur maison, dans des forêts, dans des camps. Tout cela par l'incapacité de notre gouvernement à pouvoir assurer la sécurité des biens et des personnes. Vous me parlez de Kampala, vous me parlez de Runiga, vous avez oublié de parler de Tanganda, dont le chef de l'État avait dit qu'il était important pour la paix, pour ne pas déférer au mandat d'arrêt de la CPI. Maintenant, le chef de l'État dirait la même chose. Vous avez de manière opportune, j'approuve cette idée, dit que le M23 vient du CNDP, le CNDP vient de RES et du RCD. Depuis tout le temps, ça a été la même politique. Et je suis prêt à parier qu'on ira vers la même chose en termes de solutions. Quand on nous parle de Kampala, on nous parle d'Addis Abeba, tout cela nous met dans une perspective de... Vous avez suivi l'ancien vice-président Rouberois, disant que la République démocratique du Congo n'a pas
d'autre choix que de de coopérer pouvoir avec le M23. Intégrer les M23 dans les FARDC. C'est exactement la même politique. Je pense que M. Robert n'est pas sorti de son mutisme pour rien. Il y a des rumeurs qui disent qu'il sera le prochain Premier ministre, sorti des concertations. On y reviendra. Mais tous ces problèmes-là, en fait, veulent dire la même chose. C'est Joseph Kabila qui est le réel problème de notre pays. Je m'explique. Trouvez-vous normal que à Rutshuru, il y a une semaine, les FARDC ont réinvesti Rutshuru suite au départ ou au combat des deux ailes du M23, pendant que 2 jours après l'entrée de FARDC, des éléments de FARDC, donc c'est leur travail de pouvoir sécuriser les pays, notamment Rutshuru faisant partie de la République démocratique, accueilli par une liesse populaire, par la population. 2 jours après, on le voit plier bagage. Qu'est-ce qui se passe? Ordre de la hiérarchie pour quitter Rutshuru. Il fallait respecter aussi l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ah bon? L'accord cadre veut que... C'était ça le prétexte. L'accord cadre voudrait que quand le FARDC doit faire leur travail, de ne pas défendre les pays et de laisser les pays aux rebelles. Finalement, cet accord cadre, puisque vous m'en parlez, cet accord cadre gère même les finances de la République, gère même les infrastructures de la République. Vous avez suivi les rapports du secrétaire général de l'ONU sur ces accords cadres. Cela démontre une chose, la faillite de la gouvernance Kabila. Donc c'est Kabila les problèmes de notre pays ici. Si nous devons aller au niveau de concertation, négociation, dialogue ou forum, comme on semble le dire, et là j'approuve la démarche du président de l'Assemblée, les idées ne sont pas encore claires, mais il serait important... C'est le président du Sénat qui a dit ça? Le président Kengo, oui. Voilà. Je m'excuse, je me suis trompé là. Là, je pense qu'il faudra de manière claire qu'on puisse démontrer au chef de l'État que le problème c'est lui. Si les pays ont un problème de leadership, c'est lui. Si les pays ont un problème d'insécurité permanente, c'est lui. Comment expliquer que le chef de l'État, par ailleurs, chef suprême des armées, n'ait pas pu mettre sur pied une armée depuis plus de 10 ans, 15 ans de pouvoir? Ils ont fait la moitié du temps de Mobutu déjà. Mais comment expliquer que nous n'avons pas d'armée? Comment expliquer que le chef de l'État demande dans le budget 2013 qu'on lui achète un 2e avion alors que nos forces armées n'ont même pas un avion? Comment expliquer que lui, il demande qu'on lui construise un 2e palais de la République alors que nos forces armées n'ont même pas de bateaux? Et il demande à l'Assemblée nationale de faire une 2e lecture du budget national. Il parle des autres, que tout le monde doit faire des efforts, mais lui, quel effort? Lui, il pense que ce n'est pas le chef de l'État qui doit donner l'exemple, qui doit être la référence. Il y a un problème de leadership dans ces pays. Mais lorsqu'on vous envoie, parce que vous évoquez le budget était là, et c'était à votre disposition, il fallait maintenant sanctionner. Mais c'est là où la population aussi déplore de votre comportement. On ne voit pas une position claire face à des situations comme ça. Dire par exemple, enfin, on n'assiste plus à l'Assemblée nationale, on quitte définitivement. Vous ne faites pas ça. Vous partez pour rentrer et finalement trouver des alibis comme ça. Vous croyez que la politique de la chaise vide a déjà payé quelque part? Et la politique de la chaise occupée maintenant paye quelque chose? Nous disons ce que nous avons à dire. N'oubliez pas que nous sommes une minorité. Nous ne sommes pas une majorité. Cette population-là qui nous reprocherait, pourquoi cette population n'a pas donné de voix plus à l'opposition qu'à la majorité? Si nous sommes en opposition aujourd'hui, bien que il y a eu beaucoup de critiques sur les élections, la population aurait dû donner beaucoup plus de voix à l'opposition. Trouvez-vous normal qu'à Kinshasa, on ait les MLC des élus, alors que des partis qui venaient d'être créés il y a... Autrement, vous affirmez que les élections étaient bien passées, parce que la population peut-être ne reconnaît pas ceux qui sont là, c'est pourquoi... Mais que fait la population quand elle ne reconnaît pas? Elle reste assise. On voit au niveau de la Tunisie, au niveau d'autres pays, la population s'élève. Qu'a-t-on fait pour soutenir Papa Tshisekedi dans ses revendications? La même population. Vous reprochez... J'aimerais terminer parce que là c'est un point important. D'accord. La population a l'impression de regarder la politique comme un théâtre, une pièce de théâtre qui passe à la télévision. Il s'agit de leur vie, de notre vie à nous tous.
de la vie de nos enfants. Tout ce qui se passe dans ces pays nous concerne tous. Nous n'avons pas de pays, on n'a qu'un ces pays. Et la population doit pouvoir savoir que Nzambe sa pesaki biso makasi ya kosala. Je m'excuse de parler en lingala, mais chaque fois qu'il y a ici, il y a augmentation du prix du pain, il y a augmentation du coût du transport, on dit Nzamba kosala. Approprions-nous de notre lutte, de nos droits. Les jours où notre population fera savoir au pouvoir Kabila que trop c'est trop, les choses vont commencer à changer dans ces pays. L'enfer, c'est l'autre. Logique philosophique, l'autre est toujours mauvais, nous sommes toujours bien ou bons. C'est apparemment l'actuelle philosophie pratiquée par l'opposition aujourd'hui face au pouvoir en place. Mais, cher ami, l'opposition par définition est opposition, et la Constitution donne une prérogative importante à l'opposition, c'est celle de critiquer. Ce n'est pas nous qui sommes au pouvoir. Le camp présidentiel a voulu tout le pouvoir du pays. Maintenant, voyons ce qu'ils en ont fait. Notre rôle, c'est justement de critiquer. Honnêtement, honorable Babala, qu'est-ce qui marche aujourd'hui du côté du pouvoir en place? Honnêtement. Honnêtement, rien. Je peux prendre, puisqu'on parle de la macroéconomie, des finances et tout. Je prends un exemple aujourd'hui. On parle que nous avons des éléments macroéconomiques excellents. C'est vrai. 6% de croissance, inflation à moins à un chiffre, c'est vrai. Mais quand vous mettez ces éléments au niveau du vécu quotidien de la population, qu'est-ce que la population reçoit en termes de croissance, en termes de conséquences de la croissance? Pas grand-chose. Dans votre famille, il y a des gens, puisque quand on a parlé de 5 chantiers, en fait, c'était les 5 piliers d'un bon état: avoir de la nourriture, les soins de santé, l'école, l'eau, l'électricité. Mais qu'est-ce qu'on en a aujourd'hui? On a de la chance que depuis qu'on a commencé à parler maintenant, le courant n'est pas parti. Et j'ai parie même en sortant de chez vous, quand vous avez ouvert le robinet, il n'y avait pas d'eau. Hein? Mais alors, qu'est-ce qui a été fait? Ça, c'est un premier élément. On ne voit pas l'impact de cette croissance au niveau de la population. Deuxième élément, quand vous voyez les hommes d'affaires congolais, tout ce qu'il y a comme dette interne, intérieure, est-ce qu'on a payé à qui? On paye aux Libanais. Quand vous regardez le financement de l'économie au niveau bancaire, quand vous prenez sur 100%, je vous parie, même si vous faites un documentaire sur le sujet, vous verrez que le financement de l'économie, la majorité va aux Libanais, Pakistanais et autres. Les hommes d'affaires congolais ne sont pas pris en compte par notre gouvernement. Dans quelques années, nous sommes en train de faire une émission à la Gombe ici. Si cette tendance se poursuit, la Gombe deviendra le Liban. Et on vous demandera des papiers d'identité avant d'entrer à la Gombe. Il faut à un moment donné qu'on puisse parler préférence nationale. Nos hommes d'affaires ont le savoir-faire. Quand vous regardez, même les Chinois qui construisent des routes, vous regardez les personnes qui conduisent des tracteurs, c'est un Chinois. À qui finalement la responsabilité? Vous qui gérez l'État, vous qui aspirez gérer l'État, nous estimons que c'est à vous la grande responsabilité. L'homme politique, est-ce que le mal, ce n'est pas l'homme politique? Au grand public de pouvoir apprécier. Parce qu'on parlait pas longtemps du M23, parlons finalement de Kampala, parce qu'ils se sont retrouvés là-bas. Depuis tout ce temps, une délégation gouvernementale, une délégation du M23. La curiosité, c'est que dans la délégation gouvernementale, il y a des gens qui prétendent être de l'opposition, mais ils font partie de la délégation gouvernementale. Et le gouvernement a pris finalement l'option de faire revenir sa délégation. Seulement, avec raison telle que le M23 devenu de elle, on ne sait pas avec elle, a posé maintenant la signature ou conclure les accords. La délégation est revenue. On peut dire ici que le gouvernement a agi de manière rationnelle, avec beaucoup d'intelligence, pour avoir posé cet acte, retirer sa délégation de Kampala. Ça me fait rire quand vous attribuez une certaine intelligence au gouvernement dans la gestion de cette crise. Je n'aimerais pas aller jusque-là. D'abord, le fait que personne ne croyait en fait que Kampala allait donner quelque chose. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont les mêmes acteurs depuis plus de 10 ans qui changent de nom, M23, CNDP, RCD, exactement la même chose. On retrouve les mêmes acteurs,
sur le même territoire parlant de la même chose. Moi, je n'ai jamais cru que Kampala allait accoucher d'une chose. Il n'y a que des gens comme le François Mamba et les Badi Bangui qui pensaient que Kampala allait donner quelque chose. Vos collègues de l'opposition. Le Quinois utilise une expression pour qualifier ces gens de personnes qui n'ont plus de valeur résiduelle. A commis le col à tire-bouchon, Nanganda Lotoko. Nanganda Lotoko n'a pas besoin d'un tire-bouchon. On n'en a pas besoin de ces gens. Parce qu'ils sont des collègues. Ils se disent de l'opposition, mais c'est l'opposition de Kabila, choisie par Kabila. Je vous rappelle un élément. Les deux délégations, le gouvernement et les M23 qui étaient en train de négocier à Kampala, qui payaient les chambres d'hôtel, c'est le même gouvernement ici. Donc vous payez quelqu'un qui vous a tué, qui vous a combattu, qui a violé vos femmes, vous lui donnez des frais d'émission exactement de la même façon que vous donnez à votre gouvernement. Ça ne vous donne pas l'impression que nous assistons à un vaudeville, là? Quelque chose qui n'est pas clair, une nébuleuse. C'est en cela, je dis que le problème, ce n'est pas les M23, ce n'est pas Kampala, c'est XYZ. Qui a armé les M23? Ils ont déclaré eux-mêmes, c'est le gouvernement. À travers les mixages ou les brassages, je ne sais pas quel était le terme utilisé pour qualifier le mélange de militaires, des éléments militaires au niveau de l'Est. On leur a donné armes, dotation, munitions. Il y a eu des sanctions, vous savez bien. Quelles sanctions il y a eu? On a sanctionné. Quelles sanctions a-t-il eu? Quelles sanctions il y a eu là-bas? De votre poste. Ce n'est pas une sanction, monsieur. Je vous apprends que la suspension, c'est une mesure administrative préventive à une sanction. On attend toujours la sanction. Le général Tango Faure et d'autres généraux qui ont été cités dans les rapports de l'ONU sur le trafic d'armes à l'Est nous apprennent des bien bonnes. Qu'est-ce que le commandant en chef de notre armée a pris comme disposition? Est-ce qu'il y a un problème pour sanctionner le général Tango Faure? Le général Amissi? Est-ce qu'il y a un problème? Dans ces rapports, il est clairement dit que ce monsieur a vendu des armes à certains groupes armés qui combattent les FARDC. On doit pouvoir les sanctionner, les traduire en cours martial. Qu'est-ce que les chefs de l'État? Est-ce qu'il est otage des généraux pour qu'on puisse l'empêcher de prendre des sanctions disciplinaires contre les généraux? Dans d'autres pays, un général qui perd une guerre, on les sanctionne. Un général qui laisse des troupes sur les champs de bataille, les sanctionner sévèrement. Il n'y a que chez nous où on a l'impression qu'il y a une impunité. Le même Tango Faure a commencé depuis les RCD. Chaque fois, il est là. Qui ne sait pas que ce monsieur-là gère des mines? Est-ce qu'il y a une efficacité du chef de l'État ou il y a une complicité? Nous devons savoir. Si c'est une complicité, nous allons mettre en branle les mécanismes de la haute trahison. Alors, ça devient important, finalement, les Congolais. Que faut-il faire? J'aimerais terminer pour Kampala. Justement, oui. Pour Kampala, je crois que Kampala a été avalé par Addis Abeba, par l'accord cadre d'Addis Abeba. Là, Kampala, c'était une négociation entre deux belligérants, qui étaient par ailleurs de copains. Je vous rappelle que le président Kabila et les Makenga et les autres, tous ils faisaient partie de l'AFDL. Ils se connaissent. Ou ils sont censés se connaître. Qu'est-ce qui fait que depuis 10 ans, on tourne en rond? Quelles sont les causes de ce combat de manière récurrente à l'Est? C'est ce qui vous pousserait alors de bien réfléchir. Je crois que la question... On est en train de partager une réflexion, oui, non pas seulement pour nous deux, mais pour les téléspectateurs qui nous suivent aussi. Les gens doivent pouvoir comprendre. A-t-on entendu les chefs de l'État s'exprimer sur le sujet? A-t-on entendu la classe politique, l'élite politique faire des réflexions comme ça se fait ailleurs? Des think tanks au niveau des États-Unis où on fait un plateau des intellectuels pour réfléchir sur les causes et les solutions probables de notre situation à l'Est. On n'a rien fait. A-t-on entendu les chefs de l'État donner de la voix? Non. C'est une situation bizarre. Je n'ai pas voté pour le président de la République. Je ne soutiens pas sa gouvernance du pays. Je conteste même un certain nombre de résultats électoraux de 2011, mais il a l'impérium
de notre pays, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui les dirigeants de ces pays qui prennent ses responsabilités. Les gens qui sont sanctionnés doivent être sanctionnés. Sinon, c'est lui qu'on considérera qui est responsable de la situation. Et je redis encore une fois, les problèmes, c'est les présidents de la République dans ces pays. Que le président de la République prenne ses responsabilités, c'est le point de vue de votre invité. Beaucoup de problèmes au pays, à l'Est, beaucoup de foyers de tension, des petites rébellions, par-ci, par-là, à l'Équateur, les choses ne marchaient pas bien. Même au Katanga. Au Katanga, en Afrique du Sud, on arrête, tout ça. Beaucoup de problèmes. Adresse à la nation, il pense à un cadre de concertation. Bien, sans date ni durée, ça prête confusion, opposition, ce que voudrait dire par cadre de concertation, c'est un dialogue national. Pour la majorité, c'est une réunion interinstitutionnelle. Ça pose problème. Des consultations commencées. Mais au jour d'aujourd'hui, on semble être au gré des vagues. On ne sait pas vers quelles rives on pourra cogner, mais on est là. Ça pose des problèmes dans la compréhension. D'abord, c'est vrai, vous avez même suivi le président du Sénat interpeller le chef de l'État pour pouvoir clarifier le concept. C'est un problème. On aura un dialogue national ou une réunion interinstitutionnelle au regard de ce que nous avons comme problème à la nation. Merci. J'ai suivi, j'étais dans la salle quand le chef de l'État a parlé pour la première fois. Je crois de mémoire que c'était le 15 décembre dernier. Le chef de l'État a lancé l'idée de concertation, un cadre de concertation pour la cohésion nationale. Ce sont globalement les termes qu'il a utilisés en disant bientôt. Quand on dit bientôt en français, ça veut dire que dans les jours qui viennent. Mais jusqu'à ce qu'on peut aussi arriver à Jérusalem. Je poursuis mon raisonnement. Quand il a reçu le corps constitué en janvier, il a dit incessamment. Incessamment, ça veut dire sous peu, c'est là. Jusque-là, on n'a rien vu. Je me demande si le chef de l'État a la même notion de temps que nous autres mortels. J'ai l'impression qu'il a la même notion de temps que Dieu. C'est-à-dire que c'est flexible. Mais je voudrais lui rappeler quand même que nous sommes sous l'équateur. Même la flexibilité a certaines limites sur le plan de... Nous sommes sous le tropique. J'ai l'impression, et je vais étayer ce que j'ai dit là, j'ai l'impression que le chef de l'État, quand il a fait cette annonce, ne savait pas exactement où est-ce qu'on allait. J'en veux pour preuve quand le secrétaire général du PPRD, accompagné de Maître Nkoulou et de Maman Miessi, ont appelé le secrétaire général du MLC que j'ai accompagné à cette rencontre. Nous nous attendions à ce qu'ils nous disent, voilà, nous sommes mandatés par le chef de l'État, c'est ce qu'ils ont dit. Voilà, le chef d'État pense que ce sera comme ça, ce sera avec tel thème, tel temps, avec tel nombre de personnes, ça se tiendra à tel endroit. On s'attendait à avoir ce genre d'éléments, puisque le MLC s'est prononcé déjà sur le sujet lors de l'échange de vœux, que nous ne voyons aucun inconvénient à la tenue d'un dialogue que nous avons tous, depuis les élections bâclées de 2011, nous avons tous appelé de nos vœux, de pouvoir dialoguer entre les forces vives de la nation pour régler les problèmes de la nation, parce qu'il y a des problèmes. On était surpris de voir la délégation du PPRD ne pas nous annoncer des choses, mais plutôt attendre notre position sur le sujet. Nous avons répété avec le secrétaire général Thomas Louaka exactement ce que nous avons dit lors de l'échange de vœux, que nous sommes d'accord sur les principes d'un dialogue. Maintenant, on veut savoir les thèmes, les participants et les lieux et les moments. C'est là où le problème se pose. 2 jours après, mon ami, parce que c'est un ami, Bochab, s'est fait flinguer en public par le chef de l'État. Il s'est fait retirer les concertations pour les remettre à Robé Minakou. Je ne m'intéresse pas à leur lutte interne, comme disent les Kinois, en bois sur bois, c'est pas mon problème. Mais là maintenant, ça pose un problème de crédibilité pour le président le secrétaire général du PPRD. Maintenant, s'il doit appeler les uns et les autres pour une concertation, quel crédit on va lui attribuer maintenant? À voir la manière dont son propre camp l'a traité.
Le manque total de considération. Et vous ne gérez pas pour les affaires internes? Mais je donne un point de vue. Je donne un point de vue. Je crois que pour la dignité de mon ami Bouchab, je crois qu'on aurait pu procéder autrement. C'est un problème interne. Là, nous sommes problème interne. Oui. Juste terminer un mot. Quoi qu'en pensent les uns et les autres au niveau de la majorité ou au niveau des forces vives du pays, le dialogue est nécessaire. Il n'a qu'à faire un monologue. On ne va pas aller dans la concertation et laisser Papa Tshisekedi dans l'état d'embastillement qu'il est là. On ne peut pas laisser les militants du MLC qui sont en prison là, depuis 4 années, 5, 6 ans pour les autres, sans jugement, sans pouvoir poser la question. Qu'on ne vienne pas nous dire que le chef de l'État a décidé que ce sera comme ça ou comme ça. Nous allons donner notre position parce que le chef de l'État, il est certes chef de l'État, mais il n'est pas décideur de nos vies. Parce qu'il s'agit de nos vies là. D'accord. Ouais. Il s'agit de vie des Congolais. À ce moment-là, il faut laisser les Congolais agir très librement, mais avec certains garde-fous. On ne peut pas dépasser les bornes, ce ne serait pas aussi une bonne chose. Alors, il y a le président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, la fois passée présent à la cérémonie d'ouverture à l'Assemblée nationale. Il tient un discours, en tout cas on n'a plus le temps. Il tient un discours, dans son discours, il vous interpelle. C'est vrai qu'il a parlé du panafricanisme, mais il vous interpelle, vous les politiques congolais. Il dit, si vous vous comportiez comme les musiciens, parce que notre musique, selon lui, est acceptée dans d'autres cieux comme telle, alors le Congo serait développé. Mais curieusement, on constate que la politique congolaise n'évolue pas. Mais merci. C'est ça sa lecture de manière substantielle. C'est sa lecture, je crois qu'il emporte la paternité. Je ne crois pas que les Congolais se portent plus mal que les Ivoiriens, ils ont des problèmes chez eux aussi. Il aurait pu en parler. Bon, bref, il a été notre invité et il a tenu un discours qui a été applaudi. Moi, je n'ai pas applaudi. Pour la simple raison que les idées de panafricanisme, je crois qu'il a une connaissance livresque de cette notion-là, créée par la génération de Lumumba, Kwame Nkrumah et Boumedienne. Le panafricanisme, c'est un discours des années 60. C'est passé. Ça signifie quoi le panafricanisme? On a plus de 50 ans, 60 ans d'indépendance. Quel est le grand succès du panafricanisme? Il n'y en a pas. Moi, je crois à la coopération entre les États. À la coopération. Je crois au commerce entre les États. Je crois à la définition des intérêts entre les États. Son allégorie sur la musique, ça a du bon parce que la musique a une certaine performance, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que la définition des intérêts stratégiques du pays est importante. C'est ça qui doit unir la classe politique et pas nous diviser. Sommes-nous divisés? Nous avons des opinions différentes, mais nous défendons le même pays. Aujourd'hui, M. Guillaume Soro, c'est de lui qu'il s'agit, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, nous avons sensiblement les mêmes problèmes. Ils sont venus au pouvoir exactement dans les mêmes circonstances que nos élections ici. Et pire, chez eux, ça a produit une guerre avant d'enlever la paille qu'il y a sur notre œil qui s'arrange avec le FPI de Laurent Gbagbo. Là-bas, ils ont des problèmes. Voilà. Ils ont des problèmes qui n'importent pas leurs problèmes ici. Mais en attendant, on accueille avec sagesse, avec courtoisie plutôt, ces conseils. Pris par le temps, peut-être que vous aviez un mot à glisser sur les thèmes développés ici que vous n'aviez pas pu glisser. Non, juste rappeler au chef de l'État de pouvoir prendre ses responsabilités pour que les pays retrouvent une sérénité. Et la première des choses à faire, quels que soient les thèmes qui seront débattus au niveau de cette concertation, de ces forums qui viendraient, quel que soit le nom, je crois que l'armée doit pouvoir occuper une place de choix. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le président de la République, qui est issu d'une rébellion aussi, puisse ne pas mettre de l'accent sur des forces armées. Si on n'a pas de forces armées à même de pouvoir sécuriser les territoires, les individus qui vivent dans ces territoires, les biens des individus qui sont dans ces territoires, je pense qu'on ne pourra pas parler même de la construction de notre pays. Je crois que la première des actions, c'est
l'armée, donner des moyens à l'armée. Et les chefs de l'État doivent pouvoir arrêter l'arrogance de son camp politique, croire que les élections résolvent toutes les questions de légitimité. La légitimation d'un pouvoir vient par un certain nombre d'éléments, de mécanismes, dont l'élection en est une, mais il y a les autres. Il faut que les attentes de la population soient rencontrées. Aujourd'hui, je crois que le chef de l'État est le plus impopulaire d'hommes politiques dans notre pays. Honorable Fidèle Babala, nous vous disons merci pour avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie de l'opportunité que vous m'avez offerte. Merci à vous le grand public qui nous a fait confiance du début jusqu'à la fin. Vous aviez suivi les points de vue de votre invité, les questions étaient les vôtres. Vous nous aviez proposé des questions, les questions ont été posées, les réponses ont été données. Vous aviez suivi très attentivement. De notre part, nous vous disons simplement merci et soyez toujours branchés sur Canal King Télévision. Au revoir.